Salut à toutes et à tous, c'est le Cavalier sans tête. Aujourd'hui, on va se retrouver pour ma troisième chronique de Sans tête et sans reproche, où nous allons tout simplement critiquer le troisième long métrage d'animation Disney qui est Pinocchio. Donc tout d'abord, il faut savoir que Pinocchio n'a pas eu les retombées économiques et sociales désirées. Donc je m'explique très rapidement. Ils ont voulu en fait refaire le succès, entre guillemets, de Blanche-Neige qui a vraiment fait un malheur, que ce soit au niveau des retombées économiques ou au niveau du nombre de personnes touchées par ce dessin animé. Mais Pinocchio est sorti en 1940, soit en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, tout le public européen n'a pas été touché par ce dessin animé. Du coup, tout simplement, ce qui a sauvé ce Disney, ça a été les rediffusions d'après-guerre. Il faut aussi savoir que ce Disney est un chef-d'œuvre technique. Donc, outre le fait que énormément de personnages, notamment Pinocchio, ont été très longs à être réalisés, Pinocchio, ils ont fait des vrais pantins de bois pour pouvoir étudier leurs mouvements et pour pouvoir vraiment les façonner à leur façon que Pinocchio soit parfait. Mais surtout sur le fait que ça va être le premier. Après, il y en aura d'autres qui vont le suivre, qui vont malheureusement subir ça, mais ça va être le premier en fait qui va échapper aux dégradations du temps. Donc je m'explique. Tous les Disney sont intemporels. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais quand on voit Blanche-Neige et d'autres Disney qui vont suivre Pinocchio que je ne vais pas parler maintenant, ils ont mal vieilli au niveau des couleurs. Les couleurs sont devenues ternes. Alors que Pinocchio, ça pourrait être un Disney qui est sorti hier. Ce Disney aussi mélange deux thèmes magnifiques. Et c'est pour ça que le Disney, honnêtement, est très intéressant. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, re-regardez-le. C'est un chef-d'œuvre. C'est la Commedia dell'arte. Donc c'est tout ce qui touche le théâtre. Donc c'est parti d'Italie. En fait, c'est une forme de théâtre tout simplement. Donc avec les mains, avec beaucoup de choses. Je vais pas rentrer dans le sujet, je vais pas vous faire un cours de français, mais je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Et l'expressionnisme. Donc j'en ai parlé pour Blanche-Neige et il est présent dans tous les Disney quasiment. Et ce mélange des deux nous donne un truc pharaonique. Mais j'y reviendrai par la suite. Il fait aussi des petits clins d'œil. Donc à de la mythologie, à des œuvres, et même à un certain aspect psychologique. Et c'est vraiment très intéressant à étudier. Donc sans plus attendre, on va passer au personnage et on va commencer par Pinocchio. Donc qui est Pinocchio? C'est le personnage principal de l'histoire et un enfant. Donc pas dans son physique, du moins pas dans la plus grande partie du film, mais dans son caractère, c'est le typique enfantin. Déjà, il est représenté donc comme quelqu'un de très naïf. Je pense que c'est vraiment le personnage le plus naïf qu'on peut voir là, tous les Disney réunis. Même si on va voir que tout au long de Disney, ça va être celui qui va aussi évoluer le plus. Au départ, du moins, il est extrêmement naïf. Et il y a une scène qui est magnifique parce que je pense que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont un frère, une soeur, un neveu, une nièce ou des enfants ou qui connaissent des enfants, ils vont se reconnaître. Ils vont les reconnaître dans la célèbre phrase qui commence par un pourquoi. Des enfants raffolent de ces phrases dès qu'on leur dit un truc, ils nous répondent mais pourquoi. Et là, la scène où il est au lit avec son père, c'est juste à mourir de rire le nombre de pourquoi qu'il fait, qu'il y a le petit Figaro qui essaie de dormir. Enfin, vraiment, ça traduit bien en fait l'esprit que pourrait avoir un véritable enfant. On a Geppetto, qui, ce personnage en fait, c'est le premier clin d'œil à la mythologie qu'on peut voir dans ce dessin animé. C'est le seul que je vais traiter d'ailleurs, même s'il y en a deux autres. On va voir si vous allez les trouver. Et il représente donc un mythe qui est le mythe de Pygmalion. J'en avais parlé avec l'un d'entre vous lors de la dernière vidéo. Et donc si vous voulez, Pygmalion, c'est un sculpteur qui, étant très déçu de la débauche des femmes de son époque, décide de rester célibataire, sauf qu'il va sculpter une femme magnifique et il va tomber amoureux. Et il va prier la déesse Aphrodite de donner la vie à cette statue.
Et son vœu va être exaucé, ils vont se marier et elle va lui faire 2 enfants. Je crois que c'est un des rares mythes grecs qui finit bien. Enfin, du moins de ce que je me rappelle. Et du coup, ça nous permet aussi de rebondir, ça fait d'une pierre deux coups. Parce qu'il y a aussi à la psychologie l'effet Pygmalion. Et qui veut que nos actions sont influées par ce qu'on est. Voilà. Donc en fait, ce qu'on est influence nos actions. Et nos actions vont influencer la pensée, donc l'être vont influencer les autres personnes. Et du coup, ça va influencer par extension les actions des autres personnes. Et les actions des autres personnes vont nous influencer nous-mêmes. Donc j'espère que vous en avez à peu près compris. C'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr. Et c'est très brief. Donc si vous êtes intéressé, moi je vous explique plus profondément dans les commentaires. Ou sinon, allez voir sur Google. Franchement, tout est bien expliqué. Donc n'hésitez pas à commenter. Et si vous voulez plus d'informations, ou même si vous avez été voir sur Google et que vous voulez parler avec moi, il n'y aura aucun problème. Franchement, d'ailleurs, je voudrais vous remercier du fait que vous êtes beaucoup à commenter mes vidéos. Et du coup, je peux faire pas mal de débats avec vous. Je commence à connaître certains d'entre vous parce que ils n'arrêtent pas de commenter depuis le débat que j'ai fait avec Presse. Et c'est très très intéressant pour moi de pouvoir discuter avec vous. Et je m'enrichis énormément à vos côtés. Voilà, petite note d'émotion. Après, nous avons le personnage qui est pour moi le plus intéressant dans le dessin animé, c'est Jiminy Cricket. Alors pourquoi c'est plus intéressant? Parce que tout simplement c'est le personnage mature. Donc il n'y a pas que lui bien sûr, mais par rapport à Geppetto qui est censé représenter la sagesse amenée avec l'âge, mais pas du tout en fait. Geppetto c'est un grand enfant, il a des réactions très très enfantines, je n'ai pas besoin de vous inciter, tout ce qu'il fait c'est très très enfantin et surtout très irréfléchi. Alors que Jiminy Cricket non, pas du tout. C'est un personnage qui a vécu. Au départ, on le montre même comme un clochard qui est dégoûté par la société. Et c'est comme ça qu'il va devenir la conscience de notre cher petit pantin. Et en fait, il permet aussi d'introduire plein d'allusions sexuelles qui sont juste mais à tomber par terre. Il a en fait, tout au long, quand il est dans l'atelier de Geppetto, plusieurs fois, il va avoir des petites réactions, envoyer les belles sculptures de bois. Après, quand il regarde Pinocchio sur la scène et qu'il y a les danseuses de Fresh Cancan qui arrivent, et là, il regarde, mais ça met plein les yeux, j'allais dire. Et même de sa façon de parler, au tout début, quand on le voit déjà, le temps est donné, puisqu'il s'approche d'une braise. Il se réchauffe auprès du feu et il dit ah, c'est bon de me chauffer le. Et là il y a un petit tas d'arrêt et après il fait le dos bien sûr. Censure oblige. On a tous compris ce qu'il voulait dire et du coup ce personnage est très très intéressant. Après nous avons les deux petites mascottes qui sont la poissonne Cléo et notre cher petit chaton Figaro. Et eux, ben, honnêtement ils ne servent à rien. Voilà. Donc on s'y attache, bien sûr, forcément, comme quand on s'attache à n'importe quel animaux qu'on peut voir dans les Disney. Et en fait, leur seul but dans ce Disney, c'est montrer la solitude de Geppetto. Ce personnage est tellement seul qu'il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, et ses seules occupations, en fait, c'est la sculpture et ses animaux. Et on le voit comment il chouchoute ses animaux et comment ils sont proches d'eux, c'est assez faramineux. Puis après, nous avons la fée bleue. Alors déjà, tout de suite, quand vous voyez la fée bleue, vous devez me dire stéréotype de la femme parfaite des années 30, si vous avez vu ma dernière critique sur Blanche-Neige. C'est exactement le même type de personnage. Il n'y a que la coupe de cheveux qui a changé. Pourtant, en 1940, on est rentré dans les années 40. Et ben non, on est toujours dans le stéréotype de la femme des années 30. Et ses traits de visage sont très très proches de ceux de Blanche-Neige. Donc vous mettrez deux photos l'une à côté de l'autre, je pense que vous verrez tout de suite de quoi je veux parler. Il faut aussi dire que la fée bleue est très très importante pour Disney parce qu'elle va en fait donner, c'est elle qui amène pour la première fois la notion de la bonne étoile. D'ailleurs il y a une chanson à la fin qui est comme ça, mais qu'on retrouve dans tous les débuts de Disney, avec le château Disney et l'étoile qui brille. Mais aussi tout simplement
l'étoile, c'est un thème récurrent dans Disney. Ça veut dire que je pense que le dernier en date, c'est La princesse et la grenouille, où elle prit l'étoile. Mais du début à la fesse, enfin du début du premier Disney, enfin du deuxième Disney du coup, jusqu'à nos jours, c'est le thème des étoiles est très très récurrent. Il y a énormément de personnages qui prient les étoiles. Après, nous avons une flopée de petits méchants en herbe. On va dire ça comme ça. Même s'il y en a qui sont beaucoup plus terrifiants que d'autres, c'est quand même des personnages secondaires qui ne vont pas être tués ou blessés ou éliminés et qui vont pas marquer notre enfance. On va pas se réveiller toutes les nuits en hurlant en voyant leur tête comme on a pu le faire sur la sorcière de Blanche-Neige ou qu'on va le faire sur une maléfique. Non, c'est des personnages très secondaires et qui sont là juste en fait pour faire des épreuves à Pinocchio et après il va les évincer petit à petit. Donc commençons tout de suite par Grand Coquet et Gédéon qui sont les clowns de ce dessin animé. C'est des méchants clowns. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui sont comme ça parce qu'ils jouent le rôle du méchant. Et pourtant, leurs scènes sont à mourir de rire. Je vais en analyser une après qui va être un peu plus poussée, mais il y en a une qui me fait la plus marrer. Il faut à tout prix que je la parle. C'est le moment où il y a Gédéon qui fout un énorme coup de marteau sur le haut de forme de Grand Coquin. Sur le chapeau qui va s'enfoncer en fait sur son crâne. Et du coup, il y a Gédéon qui va arriver et ouvrir le haut du chapeau. Vous voyez, il est ouvert. Comme une petite porte en fait. Et là on va entendre Grand Coquet qui va hurler, mais vraiment la scène est très très bien jouée et à mourir de rire. Après on a Crapule qui est encore une fois là pour mettre des bâtons dans les roues au fait que Pinocchio devienne un vrai petit garçon. Et c'est pas non plus un méchant, voilà, son seul crime entre guillemets ça a été de faire la fête, de s'amuser comme n'importe quel gamin qu'on amènerait dans ce style d'endroit. Après, nous avons le cocher, qui est quand même pas mal dans son genre. On le voit très très peu, mais on comprend très très vite le personnage, notamment une expression de visage que je vais vous montrer un petit peu plus tard, je vais pas trop m'attarder. Puis Stromboli, qui est lui aussi très très intéressant par sa façon d'être, parce qu'en fait, il pourrait représenter énormément de choses, et notamment deux idées. Donc je vous en reparlerai après aussi. Puis on a le véritable méchant, celui qui va nous faire peur jusqu'à la fin de nos jours. Non, plus sérieusement, quand on est petit quand même, je me rappelle très bien et je pense qu'on ne peut pas regarder ce dessin animé qui est très très noir. Il faut se rappeler que quand même il est assez sombre et l'histoire est assez dure. Ça, être marqué assez longtemps par Monstro, qui est parfaitement bien réalisé. Et moi personnellement il m'a toujours foutu une peur bleue quand j'étais petit et franchement il est extrêmement terrifiant. Bon, je sais pas ce que vous en pensez mais à mon avis tout est dit là-dessus. Par contre je vais rétablir une vérité. Attention, Monstro n'est pas une baleine. Une baleine c'est ça. Soyons d'accord. Monstro c'est un cachalot. Il faut arrêter. Non, plus sérieusement. Disney a fait une énorme boulette à ce niveau-là parce qu'il a appelé Monstro la baleine. Et ça ressort plusieurs fois dans le film la baleine alors que c'est un cachalot. Parce que si vous me trouvez une baleine avec des dents, une tête carrée et des petites nageoires et une queue surpuissante, vous m'appelez. Puis, nous avons les personnages secondaires qui sont pas très importants, ils sont juste là en fait pour comprendre un petit peu mieux. Donc on a Alexandre qui est le seul Anne qui on connaît le nom, et les autres enfants Anne qui arrivent toujours à parler. Et voilà, ils sont là en fait pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe sur cette île de malheur, mais ils n'ont pas de rôle vraiment important et je trouve ça dommage. Et il y a un dernier personnage qui n'est pas présent dans le dessin animé. Je parle bien sûr de Grand-Père Arbre. Alors pourquoi? Qui est cet arbre? Vous allez me dire. Non, en fait, c'est un personnage qui avait été prévu. Il avait été dessiné et intégré au scénario. Il a été supprimé quasiment au dernier moment.
Et en fait, au début, donc si vous vous rappelez bien, Pinocchio se brûle le doigt. Et Geppetto le sauve. Enfin, le sauve. Oui, en lui mettant le doigt dans l'aquarium de Cléo. Et là, en fait, dans le scénario original, on va dire, le Pinocchio aurait dû demander à Geppetto pourquoi je m'afflamme. Et là, en fait, Geppetto aurait dû se mettre à chanter. Elle lui expliqua que enfin, son grand-père était un arbre. Voilà. Et je trouve que cette scène est très très dommage parce que ça aurait déjà permis de faire un lien un peu plus fort entre les deux personnages, je trouve. Et en plus, ça aurait amené. Ça aurait meublé un petit peu plus le début du film en fait. Parce que le début du film est très rapide et je trouve ça dommage que ce personnage ait été supprimé. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc si vous voulez faire des recherches sur lui, vous allez trouver pas mal de. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, les plaques à décès où on le voit à différentes positions et tout ça. Donc si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, moi personnellement, je trouve vraiment très très dommage. On va maintenant s'intéresser aux scènes. Donc très très rapidement, parce que je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, je vais essayer de vous passer quelques scènes à revue pour vraiment vous montrer les traits les plus importants du dessin animé. Mais je vais pas toutes les faire et je vais pas non plus m'étendre sur le sujet énormément parce que je vais vous en montrer quand même pas mal. Donc la première scène, c'est la scène du début, comme je vous ai expliqué, c'est la bonne étoile. Et cette scène, vraiment, pose les bases d'énormément de Disney. Et si on n'a pas vu Pinocchio et cette scène, on a du mal à comprendre beaucoup de choses dans les Disney qui vont suivre. Et le jeu de lumière qui est fait est juste splendide. Et très très agréable. Franchement, il n'y a rien à dire sur cette scène. Après, nous avons l'allusion à l'œuvre littéraire que je vous disais tout à l'heure. Et c'est, roulement de tambour, le Malade imaginaire de Molière. Et dans une scène, donc c'est pas celle-là malheureusement, mais j'ai pas pu vous trouver l'image. C'est la deuxième scène où Grand Coquet et Gédéon rentrent en scène, qui est aussi à mourir de rire. Car en fait, ils prennent Pinocchio et Grand Coquet commence à lui trouver plein de maladies, mais à se tirer les cheveux, c'est du grand n'importe quoi. Et il y a Gédéon qui marque sur le petit cahier de Pinocchio. Et à la fin, ça fait un gros gribouillis gris absolument immonde. Et il y a Grand Coquet qui regarde et qui fait « Ah mais oui, c'est tout à fait clair hein. !» Et qui lui prescrit d'aller sur l'île. Et je trouve ça vraiment, je trouve cette scène est vraiment magnifique et c'est un très très beau clin d'œil à l'œuvre de Molière. Et en plus, il est très très bien placé dans l'histoire et franchement, ça ressort bien le côté comique de ces deux personnages. Après, nous avons Stromboli. Donc, je vais vous expliquer ce que je vous disais tout à l'heure. Stromboli peut représenter diverses caricatures de plein de personnages différents. Donc encore une fois, beaucoup de gens pensent que Stromboli représente un juif. Notamment pour le fait qu'il soit fou de l'argent et très très radin, puisque le seul truc qu'il va donner à Pinocchio, c'est une fausse pièce. Moi personnellement, je pense que c'est plutôt une caricature d'un russe. Dans son aspect physique, il me fait plus penser à un russe qu'à un juif. Donc après, donnez vos avis dans les commentaires. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'en fait, ce personnage traduit déjà les conflits qui existent entre les Américains et les Russes, enfin, et du RSS de l'époque. Il faut savoir que la guerre froide qui arrive après la Deuxième Guerre mondiale n'est pas arrivée du jour au lendemain. Les conflits américano-russes sont présents depuis très longtemps et même aujourd'hui, c'est pas encore l'arme fou. Et je pense qu'en fait, ce personnage est un préambule et est une critique aux Russes, voilà, tout simplement. Et je trouverais ça beaucoup plus logique. Mais voilà, n'hésitez pas, comme la dernière fois, à donner vos avis dans les commentaires. Ça me pose aucun problème. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'expressionnisme. Et je pense que là, rien qu'avec cette image, il n'y a pas grand chose à dire. L'expressionnisme, ça passe par deux choses. Donc le décor qui change d'après les émotions du personnage. Et aussi, tout simplement, l'aspect physique des personnages qui peuvent entourer la scène.
Et je pense que là, tout est dit. Et ce visage, on reconnaît tout à fait des traits sataniques dans ce visage. On dirait qu'il a des cornes. En fait. Et il y a plein de petites touches comme ça dans ce Disney qui le rendent vraiment très très complexe à étudier. Il y a énormément de gens qui ont travaillé sur ce Disney, que ça soit pour le réaliser ou pour le décortiquer. C'est pour ça que n'hésitez pas à le re-regarder, à faire vos propres recherches, à venir discuter avec moi dans les commentaires. Je vais pas pouvoir tout aborder, j'en suis vraiment désolé, mais je peux pas tout faire. Et l'expressionniste continue avec la transformation monstrueuse de Crapule à Nan. Elle n'est pas aussi extraordinaire, pas du tout que la sorcière, que la méchante reine et la sorcière dans Blanche-Neige, mais elle fait son petit effet quand on voit l'ombre sur le mur, et encore une fois, il y a cet effet d'ombre et de lumière. Et c'est vraiment la patte de Disney commence bien à se dessiner, commence déjà bien à se dessiner. Donc je pense qu'on a fait le tour. Moi, ce que je pense de ce film, c'est que c'est un chef-d'œuvre. Il a été très très bien réalisé, que ça soit au niveau donc, du scénario ou au niveau de la réalisation technique. Je pense que c'est le premier qu'on peut vraiment dire qu'il est très très beau. Parce que même si Blanche-Neige pour l'époque c'est une révolution, maintenant si on est tout à fait honnête, les couleurs ont mal vieilli. Or que lui, les couleurs ont vraiment très très bien vieilli. Et l'histoire est vraiment très très sympathique. Parce que l'histoire est sombre. Voilà. Ce qui est assez rare dans les Disney, c'est qu'elle est très lourde, très sombre. Et il y a aussi un autre aspect que j'ai pas parlé, c'est les musiques. Il n'y a pas énormément de musique dans ce Disney. Mais il y en a 4, si je me trompe pas. Peut-être 5. Et la dernière, qui est Priol à Bonne Étoile, va revenir dans d'autres Disney. Parce qu'il faut savoir que Disney a une particularité, excusez-moi, assez étonnante. C'est qu'il arrive à se citer lui-même. C'est-à-dire que tout au long des Disney, et tout le monde le sait, on va retrouver des éléments présents dans des anciens Disney, des clés d'œil à des anciens Disney. Et tout ça faut que vraiment Pinocchio, il faut le revoir si vous l'avez pas vu. Et là, Disney pose les fondations de l'empire qu'il est aujourd'hui. Voilà, ma critique est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé si ça a été un petit peu rapide, mais il y a énormément trop de choses à dire. C'est pour ça que n'hésitez pas dans les commentaires, je voudrais parler avec vous, il n'y a aucun problème. J'espère avoir été clair ce que je vous ai expliqué. Je vous dis à très vite pour de prochaines chroniques. Allez, bonne fin de journée ou bonne fin de soirée à vous tous.